Une fois de plus, les convictions sont mises à rude épreuve. Le marché est actuellement dans la peur extrême. Et le pire, c'est que la chute pourrait se poursuivre jusqu'à 70 000 $. Dans cette vidéo, on va regarder les scénarios possibles, jusqu'où le prix pourrait tomber et pourquoi. On verra aussi que le marché est assujetti à l'influence de la liquidité. Et bonne nouvelle, depuis la mi-janvier, la liquidité est repartie à la hausse. Mais s'il doit y avoir un impact sur le prix de Bitcoin, ce ne sera pas immédiatement. Donc en attendant, on a un petit peu le cul entre deux chaises, entre le bear market et le bull market. Le doute est à son paroxysme. Je vais essayer de vous aider à y voir plus clair. Si vous découvrez ma chaîne, moi c'est mon Bitcoin et mon couteau. Vous pourriez vous abonner et activer les notifications pour être tenu au courant des actualités du marché. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez évidemment liker la vidéo, peut-être même la partager à un ami. Et vous pourriez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, vous trouverez des liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon Bitcoin et mon couteau. Nous sommes de retour dans l'extrême fear, la peur extrême, en tout cas d'après le Bitcoin Fear Index. On est à 25 actuellement, hier on était à 49, donc c'est dire le drop, le mois dernier on était à 73. Si on regarde un peu sur un an, on est revenu au niveau le plus bas qu'en octobre dernier, plus ou moins au même point qu'en septembre. Alors est-ce que le cycle est terminé? Eh bien pas forcément pour autant, bien que ce soit compliqué. Là où il y a surtout de la souffrance, c'est sur les alts. Évidemment, elles prennent beaucoup plus cher que Bitcoin. Par définition, quand Bitcoin éternue, les altcoins se retrouvent en soins palliatifs. Les gros acteurs qui font le marché, c'est évidemment ceux qui ont le plus d'argent. C'est eux qui entraînent les mouvements à la hausse ou à la baisse. Et on a besoin de comprendre un petit peu la psychologie de quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour comprendre ce qui se passe. Si vous avez un gros capital, vous souhaitez le conserver, c'est votre priorité. Donc depuis la correction qui est entamée sur Bitcoin, l'ATH est à 108 000 $, mais ça a plus ou moins zigzagué au-dessus des 100 000, en ne parvenant pas à franchir franchement ce cap symbolique. Du coup, il y a de l'incertitude. Mais quand les gros acteurs, ceux qui ont beaucoup d'argent, veulent rester exposés au marché des cryptos, ce qu'ils font, c'est qu'ils se concentrent sur Bitcoin. C'est là où il y a le moins de risques sur ce marché crypto. Donc il y a eu un désengagement des alts. Et c'est ça qui fait que les alts ont pris d'autant plus cher. Alors à partir de maintenant, il y a deux scénarios possibles. Soit ça monte, soit ça descend, vous avez compris, c'est pour le divertissement, vous pouvez liker la vidéo au passage. Alors le premier scénario, effectivement, c'était le top. Dans un premier temps, les gros acteurs se sont concentrés sur Bitcoin en se désengageant des alts. Mais si c'est effectivement le top, eh bien ces gros acteurs vont se désengager du marché crypto, ils vont sortir. Et donc les alts vont prendre encore beaucoup plus cher. Dans ce cas, on part en bear market. L'autre scénario, ce n'était pas le top, c'est pas la fin du cycle. Et dans ce cas-là, les gros acteurs, ils attendent un véritable franchissement des 100 000 $ sur Bitcoin pour se réengager sur les alts. Dans ce cas, on pourra enfin parler de rotation des capitaux et peut-être d'une alt season, une phase euphorique et parabolique. Mais il y aura un facteur déterminant qui nous fera prendre le scénario 1, celui du bear market, ou le scénario 2, une continuation, bull run, et puis les bougies vertes. Quel est ce facteur? Eh bien, gardez en tête que les gros acteurs, ils ne souhaitent pas prendre trop de risques. Et pour se libérer de l'incertitude quant au marché crypto, il va falloir qu'ils considèrent le marché comme étant safe, sécurisé pour au moins plusieurs mois, afin de pouvoir engager davantage d'argent sur le marché des cryptos. Parce que certes, il y a des trucs plutôt bullish qui peuvent nous rendre optimistes, comme le positionnement pro-crypto de Trump, les réserves stratégiques de BTC, de crypto, il y a les ETF, il y a l'adoption institutionnelle. Mais ces facteurs-là, à eux seuls, ne permettent pas de pérenniser le marché crypto, parce que c'est extrêmement risqué comme marché. La seule chose qui peut rassurer les investisseurs sur ces actifs à risque, ce serait une hausse prolongée de la liquidité. Lorsque la masse monétaire augmente, les actifs à risque, tels que les actions et les cryptos, deviennent moins risqués et donc plus attractifs. Pendant une période donnée, une fenêtre de tir, c'est une occasion de faire davantage de profit. Et il y a principalement deux façons d'augmenter la masse monétaire, augmenter la liquidité, ça va être soit le quantitative easing, les banques centrales qui font des rachats d'obligations d'État, des bons du trésor, ça peut augmenter la masse monétaire en circulation, ou alors une baisse du taux directeur. Baisser le taux d'intérêt des banques centrales, ça encouragera les banques commerciales à prêter davantage à des taux plus bas pour stimuler la création de crédits à destination des entreprises et des particuliers et donc contribuer à une augmentation de la masse monétaire. Il y a encore d'autres façons d'augmenter la liquidité, mais c'est les deux principales, en tout cas les plus communes. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qui régit les marchés financiers? C'est ces phases d'accroissement de la liquidité ou de rétractation de la liquidité. Ça agit un petit peu comme des respirations, comme les poumons qui se gonflent et les poumons qui se dégonflent. Inspiration, expiration. Donc, détendez-vous. Voilà, on va faire un petit peu de méditation. Au son de ma voix, vous allez vous détendre, vous relaxer. Vous allez prendre en main votre souris et vous allez la déplacer sur le bouton du like afin de cliquer dessus. En faisant cela,
vous irez mieux, automatiquement. Faites-le, juste au cas où. Donc vous avez compris, le marché est encore indécis et tout dépendra de la liquidité, en tout cas, je pense. Alors justement, cette liquidité, comment ça se passe? Ce que vous voyez ici, c'est le cours du BTC, et au-dessus, c'est la liquidité, c'est le M2, le Global Liquidity Index. Ce que l'on constate, c'est que lorsqu'il y a une augmentation de la liquidité, la répercussion sur le prix de Bitcoin n'est pas immédiate. Comme ici, début de la hausse de la liquidité le 14 novembre 2023, mais ce n'est qu'à partir plus ou moins du 9 février 2024 que la hausse sur Bitcoin est arrivée. Pareil ici, hausse de la liquidité à partir de début juillet, mais avec une répercussion sur le prix de Bitcoin seulement à partir du 6 novembre. Donc il peut se passer plus ou moins 3 mois peut-être entre une hausse de la liquidité et une répercussion sur le prix des actifs. Qu'en est-il actuellement? On constate à nouveau une augmentation de la liquidité à partir de la mi-février. Alors pour éventuellement voir une hausse du prix du Bitcoin, si on se base sur la liquidité, pour éventuellement revoir le prix aller vers le nord, il faudra peut-être attendre la mi-mars ou la mi-avril, plus ou moins dans ces eaux-là, 2-3 mois. Et bien sûr, ça dépendra à nouveau des décisions des banques centrales, donc il faudra surveiller le taux directeur, en particulier celui de la Fed. Il y a eu de grosses liquidations, plus ou moins 1,3 milliard, encore, à nouveau, entre la nuit du 24 au 25 février. On est descendu, au moment où je fais cette vidéo, légèrement en dessous des 87 000 $. Et on est quasiment allé toucher le MA200. Est-ce que ça pourrait servir de support? Éventuellement. Comme nous le dit Titan of Crypto, si les 87 000 $ ne servent pas de support, peut-être que le prochain support, c'est la Kinjun sur les 81 000 $. Pour le moment, c'est tendu, le cul entre deux chaises, entre le bull et le bear market. C'est ce qui ressort d'une analyse de Glassnode, une analyse on-chain. Il nous signale un affaiblissement des rentrées de capitaux. Le prix est actuellement en dessous des 92 500 $. C'est un niveau clé afin de déterminer la tendance. Est-ce qu'on est en bull toujours ou est-ce qu'on part en bear? En tout cas, à court terme. Si ce seuil des 92 500 $ n'est pas repris, la pression de vente des acheteurs récents pourrait durer. Les derniers arrivants, les derniers à avoir acheté du BTC, dans la panique, se sont mis à vendre, n'étant peut-être pas habitués aussi à cette volatilité, et ils pourraient être tentés de vendre encore davantage. Il y a une zone d'achat solide à 89 000, 87 000 $, mais si ce support ne tient pas, la chute pourrait facilement se prolonger jusqu'à 71 000, 70 000 $. En gros, il n'y a pas grand-chose qui nous retient entre les 87 000 et les 71 000. C'est un gouffre, il y a un vide. Et à court terme, ça pourrait être le pire scénario possible, retomber jusqu'à 71 000. En tout cas, parmi les scénarios les plus probables. Ça peut toujours être la fin du monde demain. Dans ces cas-là, ça peut aussi aller à zéro. Donc ce qu'on veut voir idéalement, c'est que le niveau tienne. Dans cette zone-là, actuellement, 87 000, 89 000, sinon, c'est le grand écart. Et là, ça ferait vraiment très mal. Pour résumer, soit ça tient, soit il y a un mince espoir d'un rebond sur les 81 000 si la chute se prolonge, et si ce n'est pas le cas, on retombe à 71 000. Ce n'est donc pas pour rien que l'on est retombé dans la peur extrême. Cependant, comme nous dit On-Chain College, il y a des similitudes avec le cycle de 2017. En tout cas, il semblerait, d'après l'indicateur Bitcoin Everything. C'est un indicateur qui regroupe plusieurs autres indicateurs. Donc voyons ça sur ce graphe. En noir, le prix de Bitcoin au cours des différents cycles, et en jaune, l'Everything Bitcoin Indicator. Donc en tout cas, d'après cette analyse on-chain, on se situerait plus ou moins ici, actuellement, en étant ici, dans notre cycle à nous. Est-ce que l'indicateur est fiable, oui ou non? Je ne sais pas, mais je vous fais part de ces informations. Au niveau du stochastique RSI sur Bitcoin, on est sur un point bas, c'est-à-dire que Bitcoin serait survendu à l'heure actuelle. Et ça nous ferait plus pencher pour l'hypothèse qu'actuellement, on serait en train de former un bottom. Titan of Crypto se fait la même remarque. Quand on est aussi bas sur le RSI, on est dans des territoires de survente. Ça marque souvent des zones d'accumulation ou de réaccumulation. Essayons peut-être de prendre du recul. C'est peut-être le mieux à faire quand les marchés saignent. Pour l'instant, il est difficile de parler de bear market. Ce que l'on constate généralement, c'est qu'à la suite d'un top de marché, 13 mois après, on touche un point bas. Et à nouveau, 35 mois après, on refait à nouveau un top. Jusqu'ici, c'est assez précis. On constate que ça fonctionne pas trop mal. Et dans ce cas-là, il serait très peu probable que l'on ait fait un top. Il nous resterait de la marge jusque vers la fin de l'année 2025. Une analyse intéressante de Darkfost sur CryptoQuant. La demande de Bitcoin sur les 30 derniers jours est revenue dans une zone neutre, proche de 0, ce qui indiquerait un retour de l'intérêt des investisseurs particuliers. Précédemment, on est allé jusqu'à moins 21%, un niveau que l'on n'avait plus vu depuis l'année 2021. À noter que quand il y a à nouveau un regain d'intérêt de la part des acheteurs particuliers, ça peut coïncider avec des mouvements de prix à la hausse sur Bitcoin, généralement dans les semaines ou les mois qui suivent. Par exemple, en juillet 2024, ici même, on a atteint un moins 19%, et avant que le prix commence à se redresser pour Bitcoin, il a fallu 3 mois,
plus ou moins. Donc avant de revoir le prix de Bitcoin repartir à la hausse à nouveau, avant qu'il y ait un éventuel nouveau pump, il faudrait peut-être attendre quelques temps. Faisons un petit point sur Ethereum. Quand on regarde le RSI stochastique, on constate que lui aussi, comme Bitcoin, se trouve dans une zone de survente. Est-ce qu'il va y avoir un rallye haussier pour autant? Pas forcément. La survente peut encore un petit peu se poursuivre, ou stagner au même endroit. Kyung Jun, le CEO et fondateur de CryptoQuant, nous partage quelques pensées optimistes pour ETH. Déjà, il n'y a pas eu de pression de vente significative après le piratage de Bybit. Le prix n'a presque pas été affecté. Également, Ethereum détient 56% de la capitalisation boursière des stablecoins, et avec un assouplissement réglementaire sur les cryptos, avec Trump, peut-être que davantage d'entreprises pourraient utiliser des stablecoins et des smart contracts basés sur Ethereum en 2025. Également, l'ETF Spot ETH est déjà approuvé. Les vents favorables de la réglementation pourraient déclencher une saison alternative des ETF à grande capitalisation, stimulant ainsi l'ETH cette année. C'est une hypothèse. Un autre point, c'est que les baleines accumulent. Ça, c'est un petit peu plus concret. Les wallets qui ont entre 10 000 et 100 000 ETH ont vu leur solde augmenter de 24% au cours de l'année écoulée. Ils ont donc accumulé. Ce n'est pas pour vendre a priori tout de suite. Ils attendent une hausse du prix pour ça. Le prix actuel se rapproche du coût de base de l'accumulation de ces adresses. Autrement dit, ces baleines ont plus de chances d'accumuler d'autant plus que de vendre. Donc ce serait plutôt optimiste pour le prix d'ETH. Un rapide point sur les altcoins. En faisant une comparaison avec le cycle précédent, on est dans le carré bleu. Je ne sais pas si cette comparaison est forcément pertinente, et finalement il n'y aura que le recul du temps qui nous permettra de le dire. Il peut être difficile de se repérer. Donc je vous ai demandé, pour vous, le cycle actuel, est-ce qu'il ressemble plus à celui de 2021, celui de 2017, ou alors est-ce que ça correspond à aucun cycle? Et finalement on essaye toujours de faire des comparaisons. Tout est régi par des cycles, en dehors même des marchés financiers. Chaque année vous fêtez votre anniversaire, et même si vous ne le fêtez pas, vous prenez un an de plus. La planète fait une révolution autour du soleil. Il y a le cycle des marées, il y a les saisons, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver et le printemps. Finalement, tout n'est fait que de cycles. Donc on peut être tenté de regarder les cycles précédents pour essayer de se repérer par rapport à un historique. C'est une façon rationnelle de se comporter. Je vous ai donc posé la question dans un sondage également, et il en ressort à l'heure actuelle, même s'il reste du temps pour répondre à mon sondage, je l'ai fait tout à l'heure. Mais vous êtes quand même majoritairement, presque les 3/4, à penser que ce cycle ressemble à aucun autre cycle. Et ce qui revient en deuxième position, c'est que ce cycle ressemble à celui de 2017. Personnellement, j'ai l'impression que ça ressemble quand même plus à celui de 2017. Mais c'est très difficile d'en être sûr. On ne peut pas en être sûr même. Et il y a qu'un petit historique sur le marché des crypto-monnaies. 2009, la création de Bitcoin. C'est donc forcément complexe de s'y retrouver. Je vous partage une petite réflexion de CryptoCoin. Il nous montre justement l'oscillation entre les différents cycles, entre les points hauts et les points bas, les différentes phases. Si on compare par rapport au cycle de 2017, on se situerait plus ou moins ici, avec la flèche verte. Si c'est le cycle de 2021, on se situerait plus ou moins ici. Donc si c'est le cycle de 2017, on est sur la correction de février 2017. Si ça ressemble plus au cycle de 2021, ça correspondrait à la correction de janvier 2021. La vérité, c'est qu'à ce stade, on ne sait pas. Mais c'est toujours bien de prendre du recul, parce qu'à court terme, le marché ressemble à un bain de sang. Il faut essayer de dézoomer. Dans chaque cycle, tant pour Bitcoin que pour les altcoins, il y a un moment qui vous fait remettre en question la réalité avant que tout n'explose à la hausse. Lors des cycles précédents, c'était février 2017 et janvier 2021. Alors comment pouvons-nous être certains que cela va se reproduire? Eh bien la vérité, c'est que nous ne le savons pas. C'est toujours facile de regarder un graphe, de regarder les cycles précédents, avec le recul du temps, mais c'est autre chose que de le vivre en conditions réelles. Les altcoins sont morts, les cycles sont morts, cette fois-ci c'est différent. Eh bien peut-être que oui, ou alors peut-être que non, parce que c'est le genre de phrases qui reviennent aussi tout le temps. Dans une telle situation, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous prenez vos couilles pour acheter, soit vous prenez votre mal en patience, et c'est peut-être le plus difficile parce qu'on est dans une forme d'entre-deux, sans pouvoir agir, soit vous prenez vos clics et vos claques pour partir définitivement, quitter ce marché de fou. Moi j'ai acheté, un petit peu, mais chacun doit agir en fonction de ses propres convictions et de ses possibilités, et le temps fera le reste, on verra où on en sera quand on aura plus de recul. Les convictions sont mises à rude épreuve. Et ça fait très longtemps que ça dure. Sur une période de plus ou moins 1 an, c'est quasiment toute l'année qui a été difficile, dans le doute et dans la correction. Il n'est donc pas surprenant que le marché soit dans la peur extrême actuellement. Alors est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter ou est-ce que c'est le moment de se barrer? Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour terminer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Vous pouvez activer les notifications, notamment pour me rejoindre quand je suis en live sur YouTube. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux.